Depuis 2021, la démarche est déployée sur tout le territoire métropolitain. Nous ne sommes pas encore dans les dom-toms, mais il y a des créailles en cours de création, notamment dans les dom-toms, et nous espérons bien que nous allons apporter aussi les bienfaits de la démarche START dans les Outre-mer. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je laisse la parole aux deux principaux protagonistes, Muriel et Vincent. Merci beaucoup Antoine. Bien écoutez, au nom du COPIL national START, je vous souhaite à mon tour, la bienvenue. Merci de l'intérêt que vous témoignez au projet. Vous êtes, professionnel de l'accompagnement, vous êtes professionnel du soin, vous êtes également aidant en responsabilité associative et vous exercez dans des établissements très divers. Vous êtes finalement le reflet des forces et des compétences engagées dont nous avons besoin pour continuer à consolider cette aventure pédagogique collective qui a démarré, Antoine l'a rappelé, il y a 7 ans, c'était avant le covid. Je suis accompagnée donc de Vincent Desportes que vous avez aperçu et qui est, neuropédiatre, aux Hospices, civils de Lyon. Il se présentera tout à l'heure. Il est le conseiller scientifique du projet, depuis ses origines. On va essayer évidemment de passer un bon moment tous ensemble et revenir rapidement sur le contexte et les enjeux de Start, ce qui nous anime tous. Puis nous prendrons le temps, de partager un concentré des contenus, de Start grâce justement à la présence de Vincent Desportes. Nous enchaînerons avec les modalités de participation à Start. Puis il y aura un moment, important de témoignage. Certains d'entre vous, heu, nous partageront leur expérience de façon à pouvoir engager les échanges et répondre à vos questions. Nous terminerons la séquence par, quelques perspectives, toujours réjouissantes. Alors quelques mots, sur, le contexte de la genèse du projet. Nous sommes partis, à plusieurs et nous sommes partis d'un certain nombre de constats partagés. Les constats d'ordre clinique et scientifique ont été les principaux moteurs de notre démarche. Mais nous avons bien sûr tenu compte, des politiques publiques qui ont été menées dans le champ des troubles du neurodéveloppement depuis, à peu près 15 ans. Le rapport Ringard de 2002, concernant les troubles du langage et des apprentissages, les 3 plans autisme successifs, l'expertise collective de l'INSERM de 2016 sur la déficience intellectuelle devenue trouble du développement intellectuel et nous avons évidemment tenu compte, du besoin de formation des professionnels en lien avec l'avancée des connaissances ces dernières années. Alors pour revenir sur le le constat, clinique et scientifique, eh bien, regrouper tous les troubles du neurodéveloppement sous une seule et même entité, ne gommant pas les spécificités de chaque trouble, est une approche pertinente sur le plan, scientifique, clinique, très opérationnelle également en termes de réponse accompagnée pour tous, pour plusieurs raisons. Mais la principale, la plus importante, est que plusieurs de ces troubles peuvent être observés simultanément chez une même personne et qu'il s'agit là de la règle plus souvent que de l'exception. On était évidemment, très peu nombreux à l'évoquer, il y a 7 ans. Nous sommes maintenant beaucoup plus nombreux à y faire référence. Hem, alors, ça n'est pas anecdotique de dire ça. Puisque pour cet argument essentiel, il convient de passer d'une logique de diagnostic catégoriel, qui prévaut encore aujourd'hui, à une logique de diagnostic fonctionnel. Il convient de passer du prêt-à-porter à du sur-mesure pour tous et de dispositifs qui sont encore aujourd'hui spécifiques de certains troubles du neurodéveloppement à des dispositifs qui vont devenir compétents pour tous. Et c'est en réponse à l'extrême diversité et à la complexité des situations, et parce que la coopération n'est plus une option, que START propose donc un modèle de formation décloisonné, englobant tous les troubles du neurodéveloppement, sans en nier bien sûr leur spécificité, dans le but de mettre à jour et de décloisonner les savoirs sur les troubles du neurodéveloppement,
d'améliorer et soutenir la transformation des pratiques professionnelles de l'accompagnement et du soin pour les enfants, mais aussi pour les adultes, d'impulser de nouveaux modes de coopération en territoire jusqu'à l'échelle infradépartementale. Et ce qui anime évidemment tous les contributeurs du projet aujourd'hui, et nous l'espérons demain encore avec vous, c'est vraiment de rendre le système plus répondant aux besoins et aux attentes des personnes, plus équitable aussi, tout en renforçant la pertinence et la précocité des interventions. Chaque mot est ici important. Euh, alors là, c'est un slide un peu chargé pour vous dire qu'on est nombreux, en fait, hein, à pouvoir se préoccuper de la question des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement. Mais la commande qu'on a eue au départ de nos financeurs, de nos partenaires, c'est de nous adresser en priorité aux organisations et aux professionnels de seconde ligne, ceux qui sont donc au contact quotidien des enfants et des adultes concernés, quel que soit leur profil, avec cette intention aussi de mieux prévenir les la montée en complexité des situations, avec, des situations qui remontent, aujourd'hui encore, trop souvent au niveau 3, alors que, elles pourraient collectivement être probablement accompagnées et soignées au niveau 2. On évoquera en fin de réunion également, les professionnels de première ligne. On peut dire aujourd'hui que START est un projet frontière en lien avec l'avancée des connaissances et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS. Vincent y reviendra. Euh, il se situe en fait à l'interface de beaucoup de sujets et de beaucoup d'acteurs dans le but de réunir des savoirs qui sont aujourd'hui morcelés au bénéfice du plus grand nombre. C'est un projet pluriprofessionnel, je l'ai dit, qui s'adresse à tous les secondes lignes. C'est un projet qui se veut intersectoriel, un trait d'union entre le médico-social et le sanitaire. Idéalement, et ça existe à certains endroits, à l'interface de l'éducation nationale. Quelques enseignants se sont inscrits à ce webinaire, ils sont bienvenus. Et bientôt peut-être avec les professionnels de l'aide sociale à l'enfance. C'est un projet qui est très transversal, Vincent va y revenir également, puisqu'on aborde les principales facettes de l'accompagnement et du soin d'une personne, qui se mettent en œuvre donc grâce au CREAI en territoire, de façon à encourager l'interconnaissance et de clarifier et rendre plus lisible une offre territoriale qui s'est encore développée depuis le lancement de START. Le plus important de tout étant qu'il est résolument centré sur la personne, et Vincent y reviendra. Alors, ceci étant dit, on a un objectif très concret qui est de permettre à l'ensemble des acteurs de co-construire le projet individualisé d'une personne présentant un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement en tenant compte des souhaits de la personne, de ses compétences et de ses fragilités, de ses besoins de soutien. Ça, c'est très vite dit, évidemment, sur un transparent. Et vous savez aussi bien que moi que c'est compliqué au quotidien et que cet objectif implique de bien connaître le fonctionnement de la personne et les outils d'évaluation et d'intervention adaptés. Nous allons donc rentrer dans le cœur du moteur avec Vincent. Et bonjour à chacune et à chacun. Merci d'être présent à ce webinaire. Merci Antoine pour l'introduction qui nous resitue 8 ans en arrière. C'est vrai que le temps passe sur cette intuition collective. Et ce collectif, c'est vraiment majeur. C'est-à-dire que c'est pas, je voudrais en introduction dire cela, c'est que c'est vraiment une aventure collective, du sanitaire, du médico-social, des usagers. Et on est partis tous ensemble voir les différentes instances pour lancer la démarche. Donc moi, je suis Vincent Desportes, je suis neuropédiatre, à Lyon. Je suis en effet, pour ce soir, le le coordonnateur, pédagogique, on va dire, de START dans ses différentes versions. Mais là aussi, sur le plan pédagogique, START, c'est une boîte à outils pédagogique, collective. Et on va rentrer un petit peu plus dans le sujet puisque un certain nombre parmi vous ne connaissent pas bien le contenu et je souhaitais qu'on puisse
échanger un peu, rentrer dans les modules. Alors en une petite demi-heure, on ne va pas rentrer dans les 8 modules de manière, précise puisque, les 8 modules font 4 jours pleins. Donc on va faire un petit échantillonnage pour vous montrer un petit peu l'esprit de Start en donnant quelques exemples et en montrant aussi, la logique de ces modules qui s'enchaînent du module 1 au module 8. Et il y a une logique, on ne fait pas le module 8 avant le module 1. Et tout ceci est, finalement avec une intention pédagogique, qui est partagée avec, les formateurs, avec l'animateur et tout ça. Muriel reviendra sur les modalités pratiques de, la formation Start et donc on va rentrer dans, le détail. Voilà, donc on va aborder ces 8 modules et ensuite, là pour vous dire que vous voyez là, il y a une version de Start 2024 qui est probablement la 4e ou la 5e version, hein, en fonction des modules. Chaque module évoluant, cette version 2024, elle prend en compte l'évolution des concepts, l'évolution des dispositifs, puisque depuis entre 2016 et 2024, il y a eu quand même aussi beaucoup de changements, dans, différents aspects, à la fois conceptuels, de connaissances théoriques, mais aussi de dispositifs d'accès, aux soins, d'accès au repérage, par exemple. Et puis, cette version 2024 prend en compte le retour d'expérience des participants, des formateurs, et qui font qu'on a enrichi, certains modules. En particulier, un enjeu d'être plus proche des préoccupations des adultes, pas uniquement des enfants. Cette préoccupation, on l'avait depuis le début de Start, mais, on a vu qu'il fallait, enrichir certains contenus, où, les, professionnels, qui travaillent auprès d'adultes, les adultes eux-mêmes puissent se sentir concernés par cette formation. Même si, et je termine ce point, chaque module en fait, est utile, même si c'est pas spécifié, pour les enfants, pour les adultes finalement pendant toute la trajectoire et toute, la trajectoire de vie d'une personne. Le premier module, c'est un module, de socle commun où on donne les bases pour parler le même langage. Donc, et ce module, il comprend 2 choses. Alors, vous voyez ici, les modules, ils sont construits, de manière partenariale. Là, j'étais l'exemple du module 1 où il y avait, Christian Biotto qui était, administrateur d'une API, en tant qu'usager, parent, Et peut-être connecté, aidant. Christian. Ouais. Oui, et probablement connecté ce soir. C'était ce qui était envisagé. Merci Christian d'être présent. Un responsable de formation, continue, une médecin spécialisée dans la trisomie 21 et puis un neuropédiatre, vous voyez? Et avec à chaque fois une équipe disciplinaire, pluriprofessionnelle et avec des aidants participant à la construction de chacun de ces modules et ensuite, des formateurs déclinés selon chaque région. Heu, Ce module 1, c'est pour enfoncer le clou sur 2 aspects. Premièrement, la question de partir des personnes. Start, je dirais l'intuition de Start, c'est de parler des personnes, c'est pas de parler des dispositifs. On essaie de centrer sur les personnes concernées et de partir de leur compréhension pour pouvoir, mieux les aider. Ça part donc d'une compréhension de leurs propres aspirations et c'est pour ça qu'avant même de parler de troubles du neurodéveloppement et de rentrer dans les définitions, on part de la question de l'autodétermination et dans un deuxième temps de ce premier module, on va rentrer dans le détail de la question de qu'est-ce que c'est que les troubles du neurodéveloppement? Pourquoi? Parce que l'autodétermination, Start, en soi, c'est pas une formation pour se former. En soi, l'intention de Start, c'est que la vie des gens concernés soit un peu meilleure, et qu'ils soient plus acteurs de leur propre vie. C'est ça l'intention finalement, finale, c'est qu'il y ait un vrai bénéfice pour les personnes concernées, qui passe par la formation des professionnels et donc être, autodéterminé, qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir finalement être agent causal primaire de sa propre vie, même avec ses fragilités, pour avoir, ce sentiment d'avoir des actions qui sont libérées des interférences externes exagérées, hein. Personne n'est réellement, autodéterminé, indépendant. On est tous interdépendants évidemment. Mais on commence par ça et bien sûr que, comme dans tout module, on donne des éléments conceptuels. On part d'un modèle, il y a de nombreux modèles d'autodétermination, mais on rentre finement dans un modèle pour que, ensuite les professionnels puissent se référer à des modèles théoriques et revenir éventuellement, afin de travailler pas uniquement, des recettes de cuisine, mais réellement avoir des billes, avoir
des éléments conceptuels pour pouvoir ensuite, s'en servir et les développer au sein de leur pratique. Pourquoi on a mis, l'autodétermination d'emblée? Parce que cette formation qui s'adresse aux professionnels de deuxième ligne, et bien les professionnels, que nous soyons du champ du sanitaire ou du médico-social, que nous soyons des acteurs de l'accompagnement, de l'éducation, de la rééducation ou des acteurs du soin, on a un vrai enjeu par rapport à notre formation initiale. C'est qu'on a eu une formation initiale qui a été de dire, on est là pour les personnes, pour prendre soin d'elles, pour les accompagner, mais le pour elles, c'est, quelque chose dont il faut qu'on se convertisse puisque l'enjeu, c'est que la personne, voyez, ait voix au chapitre parmi les acteurs pour décider de son propre devenir et ça, sortir de nos bonnes intentions, même si elles sont parfaitement louables, de prendre soin, d'une personne qui pourrait être presque objet de nos soins, objet de notre bon accompagnement et tout l'enjeu, c'est qu'elle soit avant tout acteur de son propre développement et ça, c'est majeur. Heu, 2e élément de ce module 1, c'est de rentrer dans le cœur de qu'est-ce que c'est que les troubles du neurodéveloppement? Quel est le champ? Ses limitations? Et on commence par essayer de travailler sur une définition pour, en déterminer les contours, hein. C'est tout ce qui concerne les défauts de développement d'une ou plusieurs compétences cognitives attendues lors du développement psychomoteur et affectif de l'enfant. On ne dissocie jamais cette notion du cognitif et de l'affectif qui sont intimement liés et bien sûr, on serait pas là pour parler de troubles du neurodéveloppement si ces défauts de développement cognitif n'avaient pas un impact dans la vie quotidienne et ça, c'est majeur et tout au long de START, on parle du retentissement, d'un trouble du neurodéveloppement dans le fonctionnement adaptatif de la personne dans tous ces milieux. On a vu cette diapo à quel point ces troubles sont souvent associés entre eux et associés parfois aussi à des handicaps moteurs, des handicaps sensoriels. Associé aussi à des surhandicaps, hein, à des pathologies associées et on parle de ces pathologies associées, les troubles du sommeil, l'alimentation, l'épilepsie, toutes les problèmes, de troubles, de l'ordre de la sphère émotionnelle, l'anxiété, la dépression. Tout ceci, bien sûr, en intégrant toujours que ces troubles, la situation de handicap qui en résulte d'une interaction entre une vulnérabilité personnelle et un environnement donné qui peut être obstacle ou facilitateur et ça, on garde toujours ça en tête au sein de START, bien sûr. L'enjeu de START, Muriel l'a dit en introduction, c'est une formation qui essaie de prendre en compte les éléments communs de chaque qu'il y a entre tous les troubles du neurodéveloppement, sans nier les spécificités de chaque trouble, ça c'est absolument majeur, hein. Il ne s'agit pas de dire: «Il y a les troubles du neurodéveloppement, ça forme un tout» et puis finalement de pas aller plus loin. On a des vrais enjeux de diagnostic beaucoup plus précis, mais on est aussi vigilant à ce qu'on ne s'enferme pas, dans une étiquette, dans un diagnostic parce que ça peut être finalement, heu, délétère pour la personne concernée et de toujours penser qu'il peut y avoir autour du diagnostic qu'on connaît, des tas d'inconnus dans la vie de la personne, dans d'autres diagnostics qui peuvent s'inviter et qu'on est vraiment là pour créer ensemble une boîte à outils diagnostique et pas uniquement un outil diagnostique pour un trouble donné. Et ce risque-là, je dirais, de rester sur un seul trouble, c'est presque le risque les gens les plus à risque de ça, c'est les gens dits de troisième ligne, hyper spécialisés, qui, sont spécialistes de l'autisme ou spécialistes de la déficience intellectuelle ou autre et qui finalement qui n'ont plus que ce lampadaire-là. Donc il y a un enjeu de rester bien avec une pensée globale, décloisonnée. Un autre élément qu'on aborde dans le module 1, c'est la question des diagnostics parce que, alors que c'est médical, ça fait très médical, mais c'est des questions majeures, hein, les questions diagnostiques. On parlera d'annonce ensuite. On ne sait pas de quoi on parle quand on dit diagnostic. C'est les diagnostics et l'enjeu, c'est on répond à quelles questions quand on parle de diagnostic? Est-ce qu'on dit, c'est de savoir si on a une simple variante de développement ou un vrai trouble du neurodéveloppement, hein, avec un problème de neurobiologique peut-être sous-jacent qui fait que l'enfant est bridé dans son développement? Est-ce que une fois qu'on a dit trouble du développement, de quel type de trouble il s'agit? Et là, il y a des tas d'outils diagnostiques, spécifiques à chaque trouble qu'il faut connaître. Mais au-delà d'une catégorie de diagnostic, on dit: «On a un trouble du spectre de l'autisme», mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le fonctionnement de la personne? Comment l'enfant apprend? Comment il s'adapte? Et ça nécessite d'aller beaucoup plus loin que le simple diagnostic posé comme une étiquette, mais de comprendre bien mieux les différentes dimensions de son fonctionnement sur le plan, affectif, cognitif et autres. Et ça, c'est toute une étape d'évaluation des différentes dimensions. Et puis, la troisième question, c'est de savoir pourquoi. Et ça, le pourquoi, bien sûr,
Les personnes concernées elles-mêmes, quand elles sont affectées par des troubles vraiment importants ou leurs parents sont dans une quête de savoir: «Mais quelle est l'explication, de ce trouble chez mon enfant qui a un trouble du développement intellectuel sévère, un autisme?» et cetera. Donc ça, c'est majeur et vous voyez qu'on ne répond pas aux mêmes questions et donc on démine un petit peu cette notion de diagnostic qui peut être parfois complexe. Le deuxième module, on rentre dans le repérage, les interventions précoces, les annonces diagnostiques. Donc c'est toute une demi-journée, autour de cela. Vous voyez que chaque module est précédé d'objectifs pédagogiques que les formateurs ont bien en tête. Prendre conscience ici de l'importance du repérage et de l'accompagnement précoce, en être convaincu. Connaître les outils de repérage, connaître les acteurs concernés, pouvoir construire des partenariats sur le territoire, savoir orienter vers les bonnes ressources adaptées en fonction des questions qu'on se pose et de la trajectoire de l'enfant. Et puis aussi, tous les enjeux des annonces diagnostiques, hein. Il n'y a pas de bonnes annonces, mais il y a quand même des annonces qui sont faites dans des conditions, plus ou moins bonnes pour, pouvoir le dire avec, tact, heu et avec des diagnostics qui, finalement peuvent durer, s'additionner, venir un petit peu s'implémenter au fur et à mesure de la vie. Ce module 2, comme beaucoup de modules, on met les professionnels, les participants en situation. Là, on les fait travailler sur les petites vignettes pour savoir finalement, devant la vignette de tel ou tel enfant, est-ce que finalement sa trajectoire est bonne ou est-ce qu'il y a des indicateurs d'une trajectoire inhabituelle? Comme, on, le dit finalement, bien sûr que dans Start, on intègre toutes les, avancées. Et évidemment que la stratégie nationale, autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, actuellement stratégie nationale TND, toutes les avancées qui ont pu être faites sur le repérage précoce du 0 à 6 ans, maintenant du 7 12 ans, sont intégrées au fur et à mesure dans la formation START. C'est évident, puisque ce sont des outils pertinents et il faut que les personnes qui viennent se former dans START soient au courant des outils, des grilles de repérage et cetera, pour se les approprier et les faire connaître. On parle dans ce module de au-delà d'aller dire telle technique est meilleure que telle technique, on ne va pas rentrer dans les détails et parfois il y a, des techniques qui se voudraient meilleures que d'autres. L'enjeu, c'est finalement quels sont les 6 pétales ici, par exemple, d'une intervention précoce adaptée, hein, et si on applique ces 6 éléments, des interventions qui doivent être basées sur les compétences de l'enfant, en partenariat avec les parents, sans rupture de parcours, évolutive, savoir arrêter des interventions pour en mettre d'autres éventuellement, pluriprofessionnelles et précoces. Vous voyez que ces éléments, si on les applique chacun dans ses territoires, on aura déjà bien avancé. On profite aussi bien sûr de faire connaître des outils pédagogiques grand public, comme, dans le cadre de la campagne, Handicap Agirteux dans l'ANECAM, ce qui a été un très bel outil de communication et avec des vidéos, les personnes concernées ou leurs parents sont finalement les meilleurs témoins de l'intérêt de l'intervention précoce et ça vaut tous les discours. Donc, il y a plusieurs vidéos qui sont téléchargeables. Certaines sont passées en séance ou plutôt suggérées aux participants de les visionner en dehors du temps. Hein, puisque un des éléments de Start, c'est quand même qu'il y a en effet beaucoup de choses à échanger. On ne peut pas tout échanger lors des demi-journées, mais il y a un certain nombre d'outils pédagogiques qui sont accessibles en ligne, disponibles pour que les participants puissent revenir sur tel ou tel sujet en fonction de leur centre d'intérêt et de leur pratique. On termine cette, session, 2 module par, une toute petite vidéo d'une, femme, qui est maman d'un jeune bébé, qui raconte a posteriori les conditions de l'annonce, d'un diagnostic, d'un syndrome génétique, chez son bébé à la naissance et le caractère traumatique de cette annonce qu'elle explique très bien et cette vidéo est l'objet de discussions entre les participants, de la session Start, 20 à 22 personnes qui sont réunies et puis qui peut être donc évidemment un support. Je vous rappelle que parmi les formateurs, il y a des aidants. Donc parfois, cette vidéo n'est pas passée et ça sera un aidant, formateur qui pourra témoigner de son propre, la situation quand, cette personne a reçu le diagnostic, du trouble du neurodéveloppement ou de sa cause, par, les différents professionnels de santé. Le troisième module, c'est un module sur l'évaluation, hein, parce que pour pouvoir aider quelqu'un, faut la connaître, faut connaître la personne, faut savoir de qui on part, à qui on a affaire,
faut pouvoir être dans sa zone proximale de développement, hein, savoir pas être un étage au-dessus, pas être non plus, 3 marches en dessous, parce qu'elle va être en sous-fonctionnement cognitif, mais être une marche au-dessus pour arriver à voir qu'est-ce qui est en émergence chez cette personne pour être adapté à là où elle en est dans ses apprentissages. Et pour ça, ça passe par des évaluations de différentes dimensions et c'est tout l'objet du troisième module, donc de la deuxième matinée. Il y a des objectifs pédagogiques, hein, c'est expliquer l'intérêt d'une évaluation des différentes dimensions de la personne, comprendre vraiment l'enjeu des approches multidimensionnelles. Hein, encore une fois, ne pas regarder qu'une dimension, mais bien explorer l'ensemble du fonctionnement de la personne. À l'issue de ces évaluations, pouvoir élaborer un projet d'accompagnement personnalisé, hein. C'est pas évaluer pour évaluer, hein. C'est pas évaluer pour entasser des belles évaluations dans le dossier MDPH dont on ne fera rien ensuite. Et ça serait vraiment ça, très dommageable et ensuite pouvoir activer aussi sur le territoire des troisièmes lignes ou des deuxièmes lignes expertes ou des ressources, y compris d'ailleurs, qui sont, présentes au sein du groupe participant à la formation START et c'est souvent, ce qui est découvert, c'est qu'on voit finalement qu'il y a des ressources en territoire, de personnes qui viennent se former avec nous et qui étaient à 10 kilomètres de là et on ne les connaissait pas. On part dans ce module 3 toujours d'une vignette, d'une personne, d'une jeune adulte qui est en transition pour travailler son projet de vie, son projet pré-professionnel, donc avec une évaluation, dans le cadre d'un centre, ressources, pour évaluer ses compétences par le travail. Hem, dans Start, j'ai dit qu'il y avait comme participants à la fois pour construire les modules, mais aussi comme formateurs des aidants, donc des parents de personnes concernées par un trouble du neurodéveloppement. Il n'y a pas aujourd'hui parmi les formateurs de personnes concernées elles-mêmes par un trouble du neurodéveloppement. On pourrait imaginer une évolution de Start, de personnes qui, en direct, sont formateurs. On a fait le choix de ne pas le faire pour l'instant, c'est un débat. En revanche, on a incrusté à de nombreuses reprises des vidéos, des témoignages de personnes concernées elles-mêmes qui sont un reflet finalement du témoignage de ce que vivent les personnes concernées. Évidemment, sinon on ne parlerait pas d'autodétermination dans le module si par ailleurs on ne s'occupait plus de prendre le témoignage des personnes dans Start, c'est absolument majeur. Là, Laura, on raconte l'histoire de Laura, elle témoigne de cela et c'est une première occasion pour le groupe de discuter de sa trajectoire. Ensuite, dans ce module, selon, les participants qui sont plus des acteurs de terrain auprès d'adultes en situation de handicap, où il y a un trouble du neurodéveloppement, ou plus des professionnels auprès d'enfants. Et là, les formateurs, l'animateur régional voit, ajuste, ce qui sera préférable, plutôt de travailler avec Marie, qui est, une, jeune fille, qui a, un trouble du neurodéveloppement repéré précocement ou bien au contraire avec Joséphine qui est une jeune grande adolescente dont on voit tout le parcours de diagnostic et de revisiter le diagnostic avec des évaluations, supplémentaires, à l'adolescence et en fonction de la vignette que l'on choisit évidemment, le contenu de ce module va être différencié. Le but n'est pas de tout faire, mais de répondre aux attentes des participants. Heu Pour donner ici un exemple de toutes les dimensions qui peuvent être étudiées et certaines sont zoomées lors de ce module 3. Vous voyez que quand on dit évaluer, évaluer les compétences, les fragilités de la personne, c'est d'abord les dimensions somatiques et psychopathologiques. C'est toutes les capacités cognitives, en termes de cognition de différentes dimensions, mais aussi tout ce qui est cognition sociale. C'est aller voir quels sont les outils qui permettent d'évaluer la personne dans une situation plus écologique, c'est-à-dire en situation d'interaction dans la vraie vie, au quotidien et pas dans un bureau avec un psychologue, même si ça aussi c'est important. Et donc c'est toutes les questions d'autodétermination, de comportement adaptatif, de régulation émotionnelle. Tous ces éléments sont abordés. On a aussi évidemment les profils sensoriels, on a, les psychométries, on a beaucoup de choses et bien sûr en fonction, des besoins d'évaluation de la personne, en fonction de son âge, en fonction de son fonctionnement. Et on interroge aussi bien sûr l'évaluation de l'écosystème dans laquelle la personne évolue, c'est absolument majeur. Vous voyez que ici sur uniquement cette diapositive, on pourrait en parler pendant des heures et c'est l'occasion de rentrer
de manière ciblée dans ce module 3 sur telle ou telle dimension que l'on veut explorer. On donne des exemples d'outils. Ça n'est pas exhaustif. Ça n'est pas le but de Start d'être exhaustif, pour chacun des sujets adoptés, puisque de toute façon, en 4 jours, on ne peut pas être exhaustif dans un champ aussi large. Mais c'est simplement d'amener chaque participant à se dire: «Tiens, la Vineland, l'évaluation des compétences adaptatives, dans notre équipe, nous sommes venus à 3 nous former, avec d'autres, professionnels d'autres équipes, dans Start et nous revenons dans notre institution en se disant: «Là, il faut absolument qu'on mette en œuvre, des compétences pour évaluer les compétences adaptatives des personnes». Donc on va former les professionnels à la Vineland, par exemple. Donc l'idée, c'est de revenir aussi chez soi en se disant: «Là, on peut mettre en place quelque chose de nouveau». Ici, il y a un Lego, ça peut vous surprendre, mais en pratique, c'est un jeu, de team building, en fait, c'est-à-dire de construction pour montrer à quel point, on ne peut pas résoudre seul, ici, c'est une construction en 3D pour lesquelles chaque groupe a une information partielle de, du schéma et on ne peut pas le résoudre, sans avoir, hem, les, les indices des autres équipes. Donc ça sous-entend vraiment que les regards croisés sont majeurs pour comprendre une personne. On ne peut pas, quand on travaille dans le champ du neurodéveloppement, penser qu'on peut avoir tout compris tout seul, pour résumer. Le module 4, communication, eh bien, c'est un module qui est souvent, tous les modules sont très appréciés, mais ce module 4 est un module, particulièrement, je dirais pas ludique, mais qui résonne tellement, y compris dans nos capacités de communiquer entre nous, entre professionnels, entre parents-enfants. Bon, ça résonne, à titre personnel pour chacun d'entre nous, mais clairement, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour des, personnes, qui ont un trouble du neurodéveloppement qui font qu'elles sont dyscommunicantes, voire sans communication verbale aucune et donc comment on se débrouille pour, comprendre, les besoins, les intentions de la personne, ses aspirations et pouvoir, y répondre. Donc les objectifs pédagogiques de cette, formation, de ce quatrième module, c'est bien sûr comprendre des éléments un peu conceptuels sur le langage, hein, le récepteur, l'émetteur, les différents, outils de communication. Identifier les besoins des personnes dans la communication et travailler vraiment sur la CAA, bien sûr, donc toute la ce grand champ des CAA et non pas de la CAA, qui sont toutes les communications, alternatives et améliorées, avec différents outils pour montrer à quel point l'enjeu, ça n'est pas, la dernière technique high-tech, même si elle peut parfois être très utile, mais c'est l'intention de la communication, heu, en faisant feu de tout bois pour faciliter au maximum que la personne comprenne son environnement et qu'on la comprenne et ça, c'est majeur. Ici, je me permets de citer on aimerait citer tous les, concepteurs des différents modules parce qu'ils sont nombreux et ça, c'est un point, majeur. Start, c'est une boîte à outils pédagogique dans laquelle certains concepteurs ont vraiment donné 30 ans d'expertise professionnelle et ont fait confiance à la communauté Start pour délivrer leurs PowerPoint, leurs vidéos, leurs outils pédagogiques, leurs vignettes avec une vraie générosité. Ça, je pense que je le tiens à le dire et là, Marielle Lachenal, par exemple, qui n'était pas la seule conceptrice du module 4, a vraiment œuvré pour apporter des éléments extrêmement importants, pour la conception de ce module. Hem, on fait des jeux de rôle parce que parler de communication de manière conceptuelle, ça a pas de sens, donc on met les gens en situation, les participants, de situations discommunicantes. Où on n'a qu'un dessin et il faut le décrire et cetera et puis, en particulier, l'une des situations de mise en situation qui généralement marche bien et là je parle sous le contrôle des participants qui ont déjà participé, des formateurs, des animateurs, mais pour y avoir assisté une fois, Cassandra, c'est une, vignette qui devrait parler, aux professionnels, des établissements. Des parents arrivent, une jeune fille est admise dans l'établissement. Ils ont mis en place dans son dans les années précédentes, un outil de communication avec une tablette, peu importe l'outil et puis on est confronté au fait que l'établissement, ben, les professionnels ne sont pas forcément formés ou ont été formés à un autre outil et cetera et on est une situation où on joue des rôles, du papa, de la maman,
du référent, de l'éducateur référent, du directeur d'établissement et on scénarise et je vous promets que le scénario est suffisamment bien fait pour que, très vite, ceux qui jouent le rôle du parent peuvent se mettre en colère, contre leurs collègues psychologues qui n'a absolument rien fait, mais on a la puissance, formatrice des jeux de rôle et je pense que ça, c'est un élément majeur, d'éprouver, quelque chose de l'ordre des personnes qui le vivent. Cette formation de module 4, c'est aussi des ingrédients conceptuels. Il y a par exemple toute une série de infos intox, hein, où il y a: «On dit que», mais vous et la recherche dit que. Donc j'ai pris un exemple ici. L'enfant, avant qu'on fasse de la communication alternative augmentée, doit montrer des compétences, il faut évaluer précisément son niveau et cetera et en fait, on vous dit que ça fait 20 ans qu'on fait de la CAA et que et cetera. Donc vous voyez, à chaque fois, on fait, des vignettes qui sont très structurantes aussi pour pouvoir, en tant que professionnel, revenant dans son établissement, communiquant avec les parents, communiquant avec les personnes, puisse avoir des billes conceptuels, des arguments pour pouvoir ensuite défendre l'implémentation de ce type d'outil, sur son lieu de travail. 5e module, j'en suis à la moitié, on garde le cap. Donc 1re matinée du 3e jour, là, on est sur un module qui concerne vraiment, principalement, les, enfants, les ados à l'école qui ont des troubles d'apprentissage et là, on est vraiment plus sur TDAH, dysphasie, dyspraxie, quoi, troubles du développement du langage, troubles du développement de la coordination, dyslexie. On est sur des troubles plus spécifiques des apprentissages. C'est vraiment un module qui est vraiment dédié, je dirais, à l'apprentissage à l'école. Alors bien sûr qu'il y a aussi des vignettes pour des jeunes avec un autisme ou avec un trouble du développement intellectuel, mais ce module 5 et on insiste aussi avec les formateurs de dire: «Il faut vraiment s'atteler à travailler en séance des, vignettes qui sont extrêmement bien menées, où on apporte au fur et à mesure des éléments du fonctionnement cognitif de l'enfant, pour savoir comment on pourrait transformer ce fonctionnement cognitif en outil pédagogique et transformer de ce qu'on comprend de son fonctionnement en adaptation pédagogique, pour l'enseignant, pour l'éducateur spécialisé, pour les parents, pour l'enfant lui-même et donc alors c'est pas heureusement, il n'y a pas que ce module-là sur les 10 et le TDAH. Tous les éléments des modules précédents sont aussi utiles, mais parfois les vignettes qui ont été choisies sur les modules précédents sont plus parfois de l'ordre d'un trouble du développement intellectuel, d'un trouble du spectre de l'autisme et là, on a vraiment, un module, je dirais, fortement enraciné dans l'apprentissage scolaire. Scolaire, mais on va voir dans le module 8 que l'apprentissage n'est pas que l'apprentissage scolaire et que l'apprentissage des habiletés sociales, c'est un élément majeur qui a été rajouté d'ailleurs dans le module 2024. Donc ce module 5, c'est rappeler quand même quelques modèles théoriques de l'apprentissage, connaître les fonctions cognitives qui sont nécessaires aux apprentissages et les particularités de fonctionnement des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement. Bien sûr, une personne qui a un TDAH n'a pas les mêmes difficultés d'apprentissage qu'une personne qui a une dysphasie ou une dyspraxie. Donc on rentre dans le détail de chaque trouble et on a aussi des éléments communs de fatigabilité, et cetera, qui sont à prendre en compte, quel que soit le trouble. Et puis bien sûr, les réponses pédagogiques adaptées. On part de quoi? Eh ben, on part de vignettes de Léo, Léa, Bastien, Élise. Bien sûr, on ne donne pas le diagnostic final aux participants et on rentre ensemble pour élaborer un diagnostic, puis des, adaptations en fonction du profil de l'élève. Voilà, donc avec un enfant, il a des difficultés, des symptômes scolaires, on pourrait dire, que l'on essaie d'appréhender, d'évaluer, de voir son fonctionnement pour ensuite proposer, des appuis pédagogiques pour l'aider à apprendre. Le module 6 pardon, le module 6, c'est autour de la santé. Santé somatique, santé psychique. C'est un module qui est aussi assez dense. Je vais pas vous dire que START, ça n'est pas une formation dense, mais l'enjeu, c'est que chacun puisse repartir avec sa boîte à outils et avec des idées. Donc dans la santé, on a la question donc de savoir repérer, premier élément majeur, des signes de douleur et des problèmes somatiques.
repérer des troubles psychopathologiques qui sont plus fréquents chez les personnes avec un TND que sans TND. La question de la douleur, on y revient vraiment avec parfois des expressions extrêmement trompeuses de la douleur chez les personnes dyscommunicantes. Savoir ensuite s'adapter et adapter l'environnement pour faciliter les examens et les soins. Et enfin, être force de proposition sur des plans de prévention et de dépistage de ces problèmes de santé mentale et de santé somatique. Comme dans tous les modules de Start, on s'appuie sur les recommandations. Il y a des gens qui ont travaillé, par exemple ici sur une reco, HAS, sur, les problèmes, d'affections somatiques rencontrés, chez les personnes avec troubles du développement. Et ben, on reprend des éléments, on va pas réinventer la l'eau chaude et surtout, on fait connaître aux participants des recommandations dont on admet chacun d'entre nous qu'on passe pas nos journées à lire les recommandations de la HAS. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une vertu de Start, de dire: «Allez regarder cela, vous avez des outils pédagogiques intéressants, vous avez des repères, des vignettes». Donc on est là aussi pour, hem, proposer aux participants, de voir en ressources complémentaires pédagogiques des, recos qui peuvent être, utiles pour nourrir, le sujet, du module. On parle de la douleur, mais surtout de la personne qui a mal, dans la manière dont on peut l'approcher, évaluer et cetera, évaluer l'effet, d'une intervention ou d'un traitement, médicamenteux. Sur ce module 6, la version 2024 a renforcé la partie santé psychique et renforcé une partie importante, en particulier, qui est fondamentale dans les troubles du neurodéveloppement. C'est que, quand on a un trouble du neurodéveloppement, on prend ici l'exemple, d'Hector et je remercie, notre collègue psychiatre de Caen, du CRA de Caen, qui a élaboré cette vignette qui est très pertinente, qui raconte l'histoire d'un jeune Hector qui a un trouble du spectre de l'autisme. Donc la première partie de la vignette, c'est assez vite de repérer qu'il a un trouble du spectre de l'autisme, mais au fur et à mesure, il devient adolescent et là, on s'aperçoit qu'il y a des signes nouveaux qui apparaissent et que Hector, en fait, si on reste fixé sous son lampadaire en disant: «Mais c'est son autisme qui explique tout», eh ben, on va pas lui rendre service. Parce que Hector, en fait, il a un autisme sur lequel, en fait, il y a des signes et on raconte la vignette d'Hector, vous voyez, comme ça, mais au début, on raconte la vignette d'Hector, mais sans mettre en caractère, rose, là, tout ce qui est important et on demande au groupe d'aller rechercher les signes dans la vignette d'Hector qui peuvent nous évoquer une dépression chez lui, qui vient s'inviter quelque part et qui vient complexifier son fonctionnement d'un jeune qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et ça, si on passe à côté de ce genre de diagnostic de troubles de la sphère émotionnelle, on fait vraiment une erreur d'absence diagnostique et avec des effets délétères. Donc c'est pour remettre à travers cette vignette, mais aussi dans la discussion avec le groupe, l'importance d'avoir des regards croisés et de ne pas opposer les troubles du neurodéveloppement et toute la sphère des maladies psychiques, dont on sait à quel point elles peuvent être intriquées, hein. Donc c'est vraiment, un point important dans ce module. Le module 7, ce sont les situations complexes, hem et les comportements problèmes, comportements défis, selon les nomenclatures internationales, françaises, peu importe. Ce sont des situations de personnes qui sont en soi un défi pour l'entourage parce que, ils peuvent avoir des comportements qui les mettent en danger, qui mettent autrui en danger ou autre, ou qui les empêchent tout simplement de profiter, des situations d'apprentissage parce qu'ils sont débordés par des comportements qui ne sont pas adaptés et tout l'enjeu de ce module est consacré à une approche de ces troubles du comportement, de ces comportements problèmes. Déjà de les définir, de les repérer, de repérer le degré d'intensité et de dangerosité éventuelle, de comprendre les processus de production de ces comportements. On se dit: «Mais comment ça se fait qu'on est dans la situation, de rupture? Comment ça se fait qu'on n'a pas pu repérer les signaux faibles? Quels sont les facteurs personnels, mais les facteurs d'environnement aussi, qui ont pu aboutir à cette situation catastrophique qu'on aurait voulu éviter?» Analyser la situation avec une approche écosystémique, c'est-à-dire c'est pas, le trouble du comportement, c'est pas l'affaire du psychiatre, c'est aussi l'affaire du psychiatre et c'est l'affaire de toute l'équipe pour
avoir des regards croisés sur est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il y a un problème psychopathologique sous-jacent, en quoi son trouble du neurodéveloppement vient générer des comportements, et cetera et l'environnement et tout ceci, c'est toute une chaîne qui aboutit ensuite à se dire: «Il ne faut pas que ça recommence» et donc toutes les chaînes d'outils de prévention de ces comportements défis. Donc on voit et là, c'est pareil, on revient aux recommandations de la HAS qui sont très bien faites sur ces comportements, problèmes et on invite les participants à y revenir. Mais on travaille aussi beaucoup avec l'expertise, par exemple là, de l'équipe de la Salpêtrière, de l'Usidatu, de l'équipe de David Cohen qui nous a beaucoup aidé à penser ce module, avec d'autres concepteurs pour, réfléchir à justement ces niveaux de fonctionnement. À quel moment on a des signaux faibles de pré-crise, au moment desquels il faut absolument agir avant que, ça explose. Et donc des étapes avec un travail de l'approche. Qu'est-ce que c'est qu'une approche fonctionnelle? Et on travaille avec les participants sur décrire le trouble, déterminer la fonction du trouble, hein. S'il y a un comportement problème, souvent c'est qu'il y a une fonction, une intention, même inconsciente, de ce trouble et élaborer un plan de soutien et réévaluer, réajuster et prévenir. Les actes de prévention avec des tas d'outils, que l'on connaît bien dans l'établissement, mais qui s'inscrivent ici dans une logique conceptuelle qui aide ensuite, les professionnels à pouvoir, travailler ensemble. On prend toujours, comme dans chaque module, des vignettes et là, c'est aussi une vignette qui a été travaillée, pour enrichir ce module 7 dans la version 2024. C'est Clara. Clara, je résume, au petit déjeuner, il y a des clashs comportementaux vraiment compliqués à gérer, qui débordent tout le monde et qui fait qu'on ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas comment faire et donc il y a toute une approche de scénario social qui est élaborée à partir de cette situation qui paraît banale, mais qui est extrêmement complexe et envahissante, du matin, du petit déjeuner, quand il n'y a pas de cacao, à la place où il doit être. Et on travaille sur tous les process pour éviter, pour savoir demander de l'aide. On passe le détail de cette vignette, mais qui rentre vraiment dans un processus de proposition, de méthodologie pour les participants. Dernier module, le module 8. Il vient, en huitième position parce que c'est un module où on va co-construire un projet personnalisé d'accompagnement. Alors vous me direz: «Comment vous pouvez co-construire alors que la personne concernée n'est pas là?» J'entends la remarque, mais, l'enjeu c'est comment, à partir de la connaissance de cette personne, donner voix au chapitre à cette personne pour connaître ses aspirations, savoir son projet, mais aussi ses limitations pour connaître ses besoins de soutien et cetera et donc pour ça, dans ce module 8, c'est intégrer finalement une logique de parcours de vie, particulièrement importante dans les transitions, 11-12 ans, 17-18 et cetera. Il y a des périodes charnières. Repérer et prévenir les facteurs qui contribuent au processus de rupture de parcours, comprendre les enjeux de coordonner les parcours, concilier à la fois les aspirations de la personne, ses besoins de soutien et la réalité de terrain. On n'a pas toujours le dispositif parfaitement ajusté et ad hoc et comment on s'adapte aux ressources territoriales. Et c'est là que ce module 8, il est vraiment extrêmement intéressant parce que, grosso modo, c'est comment vous positionnez-vous par rapport aux ressources territoriales qui sont auprès de vous et à vos propres ressources aussi que vous apportez sur le territoire. C'est un module très interactif, hem et avec des formateurs qui généralement, connaissent le terrain et j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que tous les formateurs START sont des gens qui sont soit des aidants, soit des professionnels qui sont aussi des pairs, PAIRS. C'est-à-dire qu'on n'a pas dans START quelqu'un qui soit un formateur professionnel à temps plein. Ça, c'est désolé, mais c'est un profil de formateur qu'on ne prend pas. Parce qu'on veut qu'en tant que formateur, on puisse aussi expérimenter dans sa propre réalité professionnelle, de vivre en tant que professionnel à sa place, des situations, que l'on peut partager avec les participants. La séquence 3 de l'adulte, c'est Jérôme. Jérôme, c'est un jeune dont la vignette se décline au cours du module 8. On décline pas forcément toutes les étapes de la vie de Jérôme, ça dépend encore une fois qui sont les participants au groupe Start et à la session en cours, si on centre un peu plus sur la transition, sur l'adulte ou sur le jeune enfant. À chaque étape de Jérôme,
on essaie de faire réfléchir au groupe. Quels sont les éléments qui ont abouti à cette situation? Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Et vous, décrivez la démarche et sur le territoire, qu'est-ce que vous proposez pour essayer de mieux évaluer, de proposer des accompagnements et cetera? Et on est vraiment dans les travaux pratiques à lister finalement tout ce qui est comme dispositif possible ou pas sur le territoire. Le but étant pas de générer de la frustration, mais de dire: «Beh, voilà, on est avec ça, on fait avec ça» et généralement, quand on commence à dire ensemble les dispositifs qui sont connus, généralement, on s'aperçoit qu'on est un peu plus riche malgré tout que l'impression de ne pas avoir accès à l'offre, de soins. Et pour terminer, on a injecté une nouvelle vignette qui est facultative, qui dépend des participants. C'est Mathieu, parce que comme je dis dans le module 5, apprendre, c'est pas uniquement apprendre à l'école, c'est aussi apprendre un comportement social adapté dans le monde professionnel, par exemple. Et là, on a la vignette de Mathieu, qui est un jeune de 23 ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH, un niveau intellectuel un peu limite, mais qui n'a pas de trouble du développement intellectuel. Il vit chez ses parents et il bosse en milieu ordinaire dans un comme appui logistique dans un labo de chimie. Je vous passe le détail, mais son comportement, du fait de ses particularités de fonctionnement liées à son TSA et son TDAH, font que, on peut l'imaginer, ça génère au sein de l'équipe, au sein de ses professionnels, de ses collègues, des situations qui deviennent, finalement envahissantes et donc c'est tout le travail pour essayer de voir comment, pour lui, Mathieu, mais aussi pour l'entourage, travailler sur les différentes étapes pour apprendre un comportement social adapté, donc et le mettre en pratique et le réévaluer. Donc là aussi, on a une approche méthodologique, sur le travail, à faire pour que Mathieu puisse, globalement garder son job, hein et puis être heureux au travail et que ses collaborateurs qui l'ont accueilli, inclus dans l'équipe, puissent aussi, voir la valorisation d'avoir Mathieu dans le groupe et pas uniquement les problèmes qu'il génère. Voilà et donc sur votre territoire, voilà quels sont les dispositifs et donc on fait un peu la liste et enfin, heu, pour résumer, c'est la dernière diapositive, après je repasse la main à Muriel. Hem, Ce module 8, il prend en compte des aspects décrits dans le module 4 sur la question de la communication. Des aspects dans le module 3 sur la question de l'évaluation. Des aspects qu'on a abordés dans les modules 5, 6 et 7 sur toutes les questions d'accompagnement, d'accès aux soins et cetera. Vous voyez que finalement, il incrémente dans une réflexion de co-construction d'un parcours, tous les éléments des modules précédents. C'est en cela que chaque brique dans le module Start est, je dirais reliée, aux autres briques de formation et que ça forme un tout avec par la suite, mais je pense que Muriel, tu vas en dire un mot, d'une 5e journée de formation pour finalement, savoir comment tout ceci a été métabolisé. Start n'est pas une formation, c'est une formation action avec une intention de changement des pratiques, chacun là où il en est et de ce qu'il, et des propres compétences professionnelles, hein. L'enjeu de Start aussi, c'est que chaque professionnel qui vient se former se dise pas: «Ouh là là là, il y a tellement de trucs que je sais pas». C'est qu'à la fin du module 8, chaque professionnel se dise: «Là, je sais où je peux agir, parce que je m'aperçois que moi, mon équipe, on a une compétence que d'autres ignorent et on va pouvoir les mettre au service». Hein, le START, le service territorial d'accès à des ressources transdisciplinaires, c'est un acronyme, c'est pas complètement par hasard. On est convaincu que l'enjeu au-delà de la formation, c'est vraiment qu'ensuite, ensemble, on puisse un peu mieux ajuster l'offre que l'on propose sur le territoire, malgré toutes les carences, malgré les postes vacants dans le médico-social, malgré tout cela, on ne serait pas autour de ce webinaire tous ensemble si on était découragés. Donc l'enjeu, c'est de se redynamiser et vraiment de participer à cet élan collectif, au service, des personnes qui nous sont confiées. Je vous remercie. Muriel, je te passe la main. Ces 8 modules, alimentent 4 journées de formation, donc 2 fois 2 jours de formation, espacées en général de 2 à 3 semaines. Chaque journée étant constituée, donc vous le voyez, de 2 modules qui se tiennent entre eux et qui se tiennent, tous les 8, suivis donc d'une 5e journée de retour d'expérience. On poursuit
l'investigation des dispositifs en territoire, des ressources en territoire. Et cette 5e journée, elle est là pour continuer évidemment à encourager le processus d'appropriation des contenus et le maillage territorial, d'évoquer ce que la formation START a suscité pour, pour les uns, pour les autres, pour l'établissement, et puis d'amorcer les communautés de pratique. Alors chaque journée est animée, comment ça marche, hein, voilà, donc chaque journée est animée par un binôme de formateurs. Donc on a au total 4 binômes de formateurs qui vont dispenser la formation. Le tout est coordonné par un animateur, un animateur du CREAI. Hem Et on va avoir pour chacun des groupes une vingtaine de participants par session. L'idée étant qu'un professionnel ne vienne jamais seul, qu'il soit toujours accompagné et qu'il soit accompagné, si possible, par un professionnel de l'encadrement, par un médecin, en tout cas par des professionnels qui sont, en capacité de de porter le changement au sein de l'équipe. Donc on a donc pour une même session, plusieurs dispositifs d'un même territoire portés donc par l'animateur régional et par des binômes de formateurs. Ces formateurs, Vincent en a parlé, ils sont aujourd'hui 156 sur la France entière, une douzaine de formateurs par région, et on s'est donné les moyens de recruter des professionnels qui ont des compétences particulières et des parcours professionnels complémentaires. Vous avez là une part importante d'aidants, et Vincent vous a dit que ça faisait clairement partie de l'ADN de Start, que d'avoir recours au savoir des aidants. Vous avez une part importante de psychologues et de neuropsychologues. Ça n'est pas non plus un hasard. Vous voyez que le poids de l'importance de savoir porter un diagnostic fonctionnel, et bien prendre la place dans Start. Donc ils sont, heu, ils sont là, les psychologues, les neuropsychologues. Et puis vous avez toutes les compétences utiles, donc pédiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre, médecin généraliste, infirmier, éducateur, directeur, orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute, chef de service. On a un professionnel de MDPH, un coordinateur de parcours, 2 coordinateurs de parcours et une enseignante spécialisée. Donc on a donc cette mosaïque de compétences, à la fois en région, à la fois au national, et c'est évidemment d'une grande richesse pour absolument tout le monde. Ces formateurs ont été formés à Paris pendant 3 jours. Ils ont été emmenés par leur animateur, et en présence des concepteurs, on prévoit évidemment que chacun se découvre professionnellement à l'autre, et que on rentre évidemment dans le cœur des modules, en prenant un petit peu plus notre temps évidemment que ce que Vincent a pu faire avec vous. Alors le financement de Start, ça n'est pas anecdotique. Le coût s'élève à 1 150 € par personne et pour 5 jours. On avait évidemment fait attention à nous positionner dans les standards de la formation en inter pour les publics relevant de l'OPCO-Santé et de l'ANFH. Alors l'information que je souhaitais vous délivrer également, c'est que les conventions nationales CNSA-OPCO vont être signées. Elles prévoient donc de reconduire les conditions actuelles de financement de Start, aussi bien du côté de l'OPCO-Santé que de l'ANFH. Et du côté de l'OPCO-Santé, Start reste éligible à la fois à un financement sur le fonds de développement des compétences, et si cette enveloppe est déjà consommée, alors Start est également éligible au cofinancement sur les fonds dédiés de la CNSA. Start, en fait, fait partie des 2 projets nationaux prioritaires, où les crédits de l'OPCO doivent être prioritairement fléchés dans le cadre d'un cofinancement. Et
voilà, en termes, pratico-pratiques, enfin, vous êtes peut-être, très bien placé et mieux placé que moi pour le savoir. Avoir recours au cofinancement, de la CNSA suppose un accord préalable de l'OPCO Santé, puisque c'est l'OPCO Santé qui détient l'enveloppe de cofinancement. On souhaitait, avoir vraiment un retour d'expérience, de la part de participants, ou d'organisations qui ont pu, faire en sorte que des professionnels de leur, association, de leur organisation, participent. Hem, donc on va leur donner la parole. En introduction à ces témoignages, heu, Antoine vous l'a dit, Start a été évalué, modélisé. Si on est là, c'est que, eh bien, on sait qu'on peut apporter quelques billes aux organisations, à la fois, dans l'amélioration des pratiques et en matière de coopération en territoire. C'est vrai qu'au-delà de cette amélioration des pratiques, on sait que Start, peut susciter pas mal de choses et je les liste là. Alors ça n'est évidemment pas exhaustif et ça pourrait être dit, différemment par, les personnes qui vont témoigner. Voilà, on sait que ça peut soutenir la mise en œuvre des projets d'établissement, puisqu'on se situe entre transversalité et spécificité des approches, entre dynamique interne et externe avec la création de partenariats. Start, c'est aussi encourager des pratiques d'équipe pluridisciplinaires dont on connaît de mieux en mieux les vertus. Et puis, c'est aussi accompagner la dynamique de la qualité, l'appropriation des recos de bonnes pratiques, on l'a dit, et la transformation de l'offre, sans le dire. Voilà, donc je vais laisser la parole à quelques-uns d'entre vous avec lesquels je me suis mise d'accord, pour qu'ils témoignent en essayant de faire en sorte qu'on ait, différents, éclairages. Je vais donc inviter, madame Salon-Westering. Donc moi, je travaille à la DAPELA, donc en Loire-Atlantique. Je suis responsable d'un IME. Je suis accompagnée ce soir, de Nancy Mottes, qui est la directrice de territoire. Alors donc moi, je suis directrice de territoire à la DAPELA et on a une dynamique là sur le territoire depuis plusieurs années vraiment de se former, voilà, d'avoir des connaissances actualisées, régulières, hein. Alors au départ, on a commencé par évidemment les troubles du spectre autistique en suivant les différents plans et on en est arrivé aux troubles du neurodéveloppement. Et la formation START, ça a été vraiment un choix de l'asso et également un choix de ma part, de pouvoir former l'ensemble des cadres. Parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, hein, vous avez parlé de l'écosystème, comment on prenait, la personne, voilà, dans son milieu de vie, donc à la fois ses parents, les aidants, la personne elle-même accompagnée, mais aussi tous les acteurs, hein, et ça, c'est essentiel. Et les cadres, j'ai envie de dire, sont, je dirais, c'est les personnes qui vont mettre un peu en musique, hein, tout ça, toutes les personnes qui vont, accompagner, l'enfant, et sa famille. Et c'est surtout, les cadres qui vont également piloter le projet d'établissement. Et ça, c'est essentiel, hein. C'est-à-dire mettre du sens, aux pratiques et faire évoluer les pratiques. On s'est répartis un petit peu avec, Marlène, sur comment on a conduit les choses, donc je reviens sur la question des cadres qui, vont vraiment piloter leur projet d'établissement. Donc à la fois sur, à travers la formation START, mais aussi d'autres types de formations, plus ils vont être outillés eux-mêmes, plus ils vont pouvoir aussi, réfléchir en termes de stratégie. Comment accompagner et conduire le changement des pratiques? Comment aussi repenser leur organisation? Alors quand je pense de l'organisation et comment aussi, aller chercher les ressources et faire évoluer les ressources. Alors pour moi, les ressources, c'est les ressources à la fois humaines. Comment on va peut-être envisager maintenant différemment, le recrutement? De quel type de compétences on a besoin? Voilà, comment on va développer le plan de développement des compétences? Comment on va aller aussi chercher les ressources financières? Parce que quand on parle de ressources financières, d'adaptation, je dirais, en fonction des particularités des enfants que l'on accompagne, bah, forcément ça va aborder la question des investissements, la question du bâti, voilà, comment, les structures, si on est sur des structures, des établissements, bah, comment on va essayer de réfléchir à cette question-là. Hem, donc ça, c'est important et aussi comment on va, revoir, l'organisation, la structuration de l'accompagnement et notamment la mode de alors c'est pas des participations, mais comment on va être dans la co-construction, avec, les personnes accompagnées, les familles, les aidants. Donc ça, c'est une réflexion, et ça, j'ai envie de dire, il faut que les cadres puissent, être également outillés, donner du sens aux pratiques, pouvoir nourrir les équipes
et plus ils vont être outillés, plus ils vont avoir cette capacité à pouvoir, le réaliser. Et ensuite aussi, d'avoir aussi, une vision éclairée, de son équipe, hein, des équipes, qu'il manage, et que si les compétences ou les ne sont pas forcément, présentes dans l'établissement, comment les développer ou comment aller les chercher en externe. Donc c'est à la fois, voilà, les cadres qui vont porter ça, d'où l'intérêt, de pouvoir, comment dire? Se former au fur et à mesure, et la formation START, je trouve, vous l'avez très bien présenté, représente tous ces atouts. Voilà. J'ai eu la chance de participer à la formation en 2022. Heu, du coup, c'est vrai que alors moi, j'étais, dans un autre, j'étais dans le médico-social, mais auprès de personnes âgées, donc ça a été un, voilà, ça faisait 1 an que j'étais dans l'établissement quand j'ai suivi la formation START. Elle m'a aidée à avoir, en fait, plus de méthodologie et en fait, les bons réflexes aussi par rapport aux réponses à apporter, et au soutien, au niveau de l'équipe. Et notamment savoir aussi effectivement avoir l'humilité de se dire qu'on n'a pas forcément toutes les réponses en interne et savoir auprès de quel professionnel aussi on peut s'adresser et créer du partenariat. Heu bah, clairement aujourd'hui, hein, au niveau de l'équipe, alors on a suivi aussi, hein, d'autres formations. On a un public, avec, beaucoup d'enfants avec des TSA dans l'IME. Heu, mais du coup, Start permet aussi d'englober tout le monde, de se dire qu'il y avait, il y a des compétences partout. On a peut-être plus de compétences, nous, sur la partie, TSA, mais comment on va aussi chercher des compétences ailleurs? On n'a pas non plus toutes les compétences, au niveau TSA. Ça nous permet de prendre de la hauteur, et au niveau des formations, notamment là dans l'établissement, de favoriser aussi, hein, tout ce qui est bilan. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, hein, tous les diagnostics fonctionnels notamment, et effectivement de les intégrer dans les PPA des enfants et des jeunes. De se dire: «Bah, voilà, quelles sont ces compétences? Comment on les raccroche, aux objectifs et aux souhaits du jeune, de sa famille?» Et effectivement, et d'être dans cette co-construction. Donc le PPA, on le travaille, l'enfant et ses parents participent à l'élaboration, à la réunion, hein, avec les professionnels. Heu, on essaie de favoriser au maximum, hein, au niveau de, bah, tout ce qui est aussi, outils de communication, hein, parce qu'on a beaucoup d'enfants dyscommunicants dans l'établissement. Mais ça n'empêche pas, voilà, qu'on puisse aussi recueillir leurs souhaits. Et donc d'accompagner, hein, l'équipe sur tout ça, les formations notamment aussi, vous en parliez, hein, tout ce qui est, profil sensoriel, et du coup démultiplier aussi les acteurs, et les professionnels qui peuvent, mener les bilans. C'est pas l'affaire que de la psychologue en fait, hein, dans l'établissement, Ouais. et donc du coup, ça permet aussi de sensibiliser chacun et d'apporter des compétences dans l'établissement suffisantes en cas aussi d'absence de l'un ou l'autre professionnel, parce qu'effectivement, des fois, c'est un petit peu tendu. Mais de continuer en fait, toujours vers un peu plus d'amélioration. Voilà, mais c'était une formation très riche, que je recommande, et le fait d'avoir aussi ce binôme, de professionnels et de parents, tout au long de la formation, c'est extrêmement riche parce que du coup, on a aussi, cette vision du parent, les difficultés qu'il peut rencontrer. Ah voilà, nous on est là que, sur un temps de journée, hein, dans l'accompagnement, mais du coup de mieux d'entendre aussi, de se dire les choses et d'être plus sensible aussi aux besoins des parents. Et effectivement, alors on avait aussi, hein, eu des formations d'autodétermination dans l'établissement, mais voilà, tout ce qui est pouvoir d'agir, de se dire aussi qu'on n'est pas les sachants, et on a aussi besoin de voilà, d'être chacun à notre place pour ne mieux accompagner, les enfants et les jeunes. Souvent, on avait tendance à envoyer les professionnels en formation sans trop se questionner du retour des professionnels à l'issue de la formation. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement les connaissances, mais c'est pas suffisant. Il y a vraiment les savoir-faire, et ça, c'est essentiel, et les cadres, justement, doivent créer. Donc on a revu aussi nos organisations et on a mené une réflexion aussi sur les retours de formation et comment on accompagne ensuite les pratiques au long cours, et ça, c'est essentiel. Voilà, vraiment faire preuve d'agilité et d'adaptation. Sinon, ça fonctionne pas. Les gens partent en formation, mais c'est pas forcément mis en pratique. Donc, je suis Catherine Gresset, je travaille sur le pôle adulte, de la Fondation Pluriel.
Donc ça représente à peu près une trentaine d'établissements et services avec, à peu près, 600 ETP et puis, 1 700 adultes accompagnés, pour une partie en milieu ouvert et puis l'autre partie, en fait, en hébergement. Et donc moi, j'ai suivi la session Start, en 2023. Parce que pour plusieurs raisons, je m'étais inscrite sur la session. Déjà parce qu'il y avait pas mal de professionnels de l'enfance et on n'est pas forcément toujours en lien avec le secteur enfance sur la fondation sur laquelle je travaille. Enfin, pas suffisamment à mon sens, donc ça m'intéressait de travailler de commun avec eux. Et puis l'autre raison, c'est qu'on avait repris dans mon parcours, en fait, j'ai dû reprendre une structure qui dysfonctionnait, en fait, sur le Doubs, en fait, avec un public, essentiellement autiste. Ce qui était pas du tout, l'habitude sur le pôle sur lequel je travaille. On a plus l'habitude de mixer les publics, pas forcément de faire des structures uniquement en fonction du type de trouble ou de pathologie. Et donc on a restructuré cet établissement, enfin du mieux qu'on a pu. Et je voulais conforter, en fait, l'organisation que j'avais moi-même mise en place, puisque c'est en partie moi, hein, j'ai pas tout fait, mais j'étais quand même bien présente sur cette structure, en fait, qui était une structure avec des sujets, des patients, enfin des résidents, adultes souffrant de TSA assez lourds, en fait, voilà. Et puis j'assure aussi la présidence d'un CSSCT et dans l'analyse des types, d'accidents du travail, en fait, montait depuis quelques années en puissance, tout ce qui était RPS, lié notamment au comportement, en fait, problème des résidents qui après, bah, forcément génèrent des complications au niveau de l'équipe, au niveau des familles, des autres résidents. Et alors on avait mis des choses en place déjà, parce que moi j'ai un parcours aussi, EHPAD, donc j'avais quand même, quelques outils dans ma besace. Mais je voulais en fait, voilà, essayer d'améliorer en fait cet accompagnement, de rassurer les professionnels et de leur donner des clés, des outils en fait pour qu'on puisse mieux accompagner l'usager et du coup, rassurer les professionnels. Donc j'ai été, assez enthousiaste, ouais, suite à la formation parce que du coup ça m'a confortée dans ce que j'avais mis en place en fait sur cette maison d'accueil, sur cet établissement. Et puis surtout, j'ai voulu, bah, je rebondis sur ce qu'a dit la dernière intervenante, mettre une méthodologie en place pour que, en fait, cette formation ne reste pas, comme souvent, très intéressante intellectuellement, mais après, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on est revenu, en fait, «à la maison» entre guillemets, quoi. Donc nous, on a fait le choix sur le pôle de faire 2 choses. Enfin, il y en a une qui s'est imposée à nous, enfin qui s'est imposée à moi plutôt, mais là, il y en a une qui était réfléchie et pensée. C'était d'abord de faire une sensibilisation à tous les cadres, hiérarchiques du pôle, donc une trentaine de personnes environ. Pour justement commencer à transmettre l'idée qu'il fallait changer les pratiques professionnelles, réfléchir un petit peu autrement à l'accompagnement de l'usager, intégrer beaucoup plus la famille que ce qu'on a pu le faire jusqu'à maintenant dans la prise en charge et l'accompagnement et puis, se dire qu'on a des possibilités en interne, en fait et qu'il fallait pas nécessairement avoir automatiquement une blouse blanche sur le dos pour régler les problèmes. Voilà, donc c'était un peu le discours que j'ai voulu passer. Donc en fait, on a en fait, insisté beaucoup sur la communication alternative améliorée, sur la gestion des comportements problèmes, sur la douleur et puis sur des outils d'évaluation que j'avais en fait, travaillé en amont avec des personnes qui s'y connaissaient beaucoup mieux que moi, pour qu'ils soient simples d'utilisation et que ça nécessite pas, 3 journées d'apprentissage en fait, avec des recyclages et cetera. Voilà, donc on était vraiment là-dessus. Donc ça a donné une ouverture, on dit au niveau du pôle. Après, on sait que c'est pas sur un simple après-midi que les pratiques changent, mais ça a quand même, mis un petit germe, on va dire, dans voilà, dans la tête de nos cadres qui étaient assez favorables, hein, mais qui voyaient pas trop comment l'empoigner. Voilà. Donc du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez méthodo, donc j'ai travaillé une petite organisation, une petite méthodologie pour qu'ils puissent en premier une fois qu'ils étaient de retour sur leur site, pour les cadres et les chefs de service. Et puis cette méthodologie, bah, du coup, je l'ai appliquée assez rapidement parce que j'étais amenée à faire un remplacement sur une structure, une maison d'accueil spécialisée. Donc, bah, ce que j'avais annoncé, autant le mettre en place, autant tester. Voilà, c'était l'occasion. Et alors j'ai été beaucoup aidée, en fait, en la matière, parce que moi, j'avais vraiment cette envie-là, parce qu'on accompagne c'est un public, pardon, de polyhandicapés, en fait, avec des troubles du neurodéveloppement associés, avec des pathologies, en fait, assez, complexes. Et j'avais déjà en tête qu'on les accompagnait pas suffisamment bien et qu'on pouvait faire mieux avec les moyens existants. Même si les moyens, dans les maisons d'accueil spécialisées, on est aussi sujet au turnover, au manque d'absence et cetera, mais si on en reste là, effectivement, on fait plus rien. Et puis j'avais aussi une fuite, des soignants en fait, parce qu'ils allaient, enfin voilà, chercher du travail ailleurs après le covid et cetera et tout ça. Donc je voulais redonner du sens, en fait, à l'accompagnement
et puis, leur montrer qu'il n'y avait pas que les soins de nursing en masse, il n'y avait pas que l'aide à l'habillage, il n'y avait pas que l'aide au repas, mais qu'on pouvait en fait accompagner l'usager aussi autrement. Donc en fait, j'ai été aidée avec, les 2 éducs qui ont vraiment pris en fait, ça à bras-le-corps avec moi, qui étaient vraiment partie prenante du projet. Et donc on a conduit le changement de septembre, on va dire, à décembre sur la structure. Moi, j'étais 2 jours par semaine, hein, parce que j'avais quand même gardé mes autres tâches, à côté. Donc on a déjà fait des réunions générales avec les professionnels pour leur dire pourquoi on voulait un petit peu modifier les lignes, changer un peu les règles et cetera, voilà. On a associé les familles sur les CVS parce que beaucoup étaient inquiets. «Mais pourquoi vous allez évaluer en fait, nos adultes? Ça fait 30 ans qu'ils sont là, on les connaît et puis s'ils réussissent pas l'évaluation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez les mettre dehors?» Enfin voilà, c'était vraiment, voilà. Et donc du coup, on a mis en place des évaluations en fait sur les usagers en fait. Alors ceux qui nous posaient problème, on a fait ce choix-là en fait de travailler avec plutôt les usagers avec des comportements problèmes. Sur des évaluations, alors au début, on était parti sur la grille, Vineland 2 et on s'est vite aperçu en fait qu'elle n'était pas forcément, adaptée à la typologie de notre public et on est revenu rapidement sur l'HSEP. Voilà, donc on a l'HSEP ou ouais, l'HSEP principalement en fait, voilà. Et donc du coup, on a voilà les éducs avec, le référent, la famille en fait ont évalué ça. On a après construit en fait, alors c'est en cours, hein, toujours, hein, parce que ça prend beaucoup de temps, suite à ce qui a pu être, suite à ce qui a pu émaner d'évaluations en fait, construit en fait, les projets personnalisés avec les familles et les usagers qui étaient en compétence de pouvoir le faire avec nous. Et puis surtout un planning d'activités en lien avec ça. Parce que moi les activités, occupationnelles, c'est très bien, il en faut, mais il faut pas que ça. Et faire des gâteaux l'après-midi, c'est sympa, mais je pense qu'on peut quand même maintenir, des acquis en fait en masse, même si on est sur un public, polyhandicapé avec, toutes les difficultés qu'on peut connaître. Voilà, donc ça a quand même ouvert le champ des possibles, en fait, dans la structure. Ça a redonné les soignants, pour la première fois, ne nous ont pas dit: «On va pas avoir le temps, on sait pas faire» et cetera et tout ça. Ils étaient vraiment, en fait, en accord avec nous. Par contre, l'expérience a montré qu'il faut vraiment les accompagner sur la mise en place des activités parce que là, on sort du faire, on sort du soin, on sort de l'accompagnement entre guillemets, enfin voilà, «physique», si je peux dire comme ça. On est sur de l'activité et là, il a vraiment, vraiment fallu les accompagner parce qu'ils pensaient pas savoir faire, pas enfin voilà, ils avaient peur en fait. C'était aussi simple que ça. Donc on a beaucoup accompagné les soignants sur les activités, quels que soient, enfin je dis les soignants, pour moi c'est l'équipe d'accompagnement, hein, qu'ils soient éduc, AES, Oui. AMP, enfin c'est pas voilà, c'est pas voilà, c'est pour moi c'est une équipe d'accompagnement dans la globalité de la personne, en fait, et pas uniquement sur les soins de nursing. Donc ça a vraiment pour moi ça, il y a plusieurs soignants qui voulaient partir en fait, avant et qui sont restés. Alors je faut pas rêver, hein, je sais pas s'ils resteront, 10 ans avec nous, hein, mais en tout cas, ils se sont dit: «Tiens, il y a quelque chose qui se passe, on va peut-être, voilà, on va peut-être, retarder le départ, la démission et cetera». Voilà, et ça a redonné un dynamisme sur la structure. Alors tout n'est pas terminé, c'est un vrai changement de pratique, ça prendra des années, mais ce sont des structures sur le pôle qui étaient vraiment en retard sur beaucoup de choses et qui maintenant, pour les 2 masses, sont plutôt en avance, je dirais, par rapport aux autres. Donc moi, ça me fait plaisir. Donc je suis Valérie Pouget-Gaziou, je suis directrice de CMPP. Donc là, on est dans le secteur ambulatoire, pour l'association ASEI. Donc nous sommes en Occitanie, dans le département du Tarn-et-Garonne. On est dirigé par une association gestionnaire qui a une vraie volonté, d'améliorer les pratiques, dans tous ces établissements qui traversent tous les âges de la vie et évidemment, on était déjà engagé dans la stratégie nationale autisme. Donc j'avais déjà, en tant que directrice, opéré ce changement qui est pas simple en CMPP. Pour ceux qui connaissent, le berceau des CMPP, voilà, il a fallu depuis plusieurs années et ça depuis les années 2017 à peu près, on est sur ce changement de paradigme et sur une offre intégrative, de soins, ce qui était moins le cas auparavant. Donc les TND, on connaissait bien, la stratégie nationale autisme aussi, puisque nous nous étions engagés dans les travaux préparatoires nationaux et naturellement, le médecin chef de service, effectivement, a engagé les équipes pluridisciplinaires du CMPP, vers ces nouvelles pratiques. Donc naturellement, j'ai inscrit 7 personnes, psychologues, psychomotes, éduques,
AMP, sur cette formation, parce que j'ai une AMP d'ailleurs dans l'équipe, ce qui est un peu atypique aussi, sur cette formation START et effectivement, le territoire est important parce qu'en fait, nous, on nous a un petit peu, branchés comme ça en discutant avec le CAMS. Donc en fait, la territorialité, ça marche et on nous a embarqués là-dessus, à ce moment-là. Donc c'était 2023. Ils sont partis à 7. Ils sont revenus renforcés dans leurs connaissances TND générales qu'ils avaient eues les années précédentes, parce que j'avais travaillé beaucoup avec Octopus, et on avait fait cette démarche des CMPP au carrefour de toutes ces pratiques diagnostiques, puisqu'on est attendu, hein, sur les diagnostics sur nos territoires. On est vraiment des centres ambulatoires de diagnostic et de soins. On est attendu par toutes les structures d'amont, heu et notamment et aussi l'éducation nationale et puis on est vraiment le bras armé aussi de la PCO, hein, de la plateforme de coordination et d'orientation des 0-6 ans et des 7-12 ans. Donc il fallait y aller. Alors que disent mes équipes? Parce que moi je à tort et je rejoins les collègues, il faut absolument que les cadres de direction, les directeurs en tout cas, que des managers y aillent parce qu'il faut embarquer les équipes et la mise en pratique, ça aussi, la deuxième étape, elle est importante. Alors, il y a les 5 jours, c'est un peu compliqué quand même pour nous les cadres de direction, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, ce qu'elles m'ont dit, c'est effectivement, une lecture commune un langage commun, des lectures communes, des TND au pluriel parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup et il y a des comorbidités, je vous rejoins. On a appris aussi à faire avec ça, hein, avec toutes les comorbidités que l'on peut retrouver. Les évaluations fonctionnelles multidimensionnelles qui, moi, après, m'ont servi à avoir un plan de formation qui tient la route et à avoir des équipements, aussi qui tiennent la route, notamment toutes les mallettes, outils diagnostiques qu'il nous faut. Donc nous, on est sur un territoire où on a plusieurs antennes, où on a des petites équipes par antenne. Il faut, démultiplier les outils diagnostiques parce on peut pas attendre. On a énormément de files actives, énormément de listes d'attente. Donc si on veut être réactif, on a ces enjeux-là. Donc je rejoins, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure sur, la formation à la Vineland, mais à la WIPSI. On a des binômes ADOS-ADI, récemment là depuis 3 ans, mais on a 3 binômes maintenant d'ADOS-ADI, dont le médecin, voilà qui porte ça auprès de ses collègues. Donc je vous rejoins sur ces échelles d'évaluation indispensables quand on est en ambulatoire et en CMPP comme nous. Hem, Parce qu'on est vraiment appui ressources, auprès du territoire quoi, des partenaires éducation nationale notamment, mais aussi de la première ligne. La première ligne, quand on fait de la coordination, nous, à notre niveau, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour tout ce qui est complexe dans les diagnostics. Donc, il est très important que l'on soit auprès d'eux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Hem Qu'ils avaient quand même alors en CMPP, c'est vrai qu'on voit les enfants 1 heure, hein, 3/4 d'heure en individuel, 1 heure et demie, sur les, groupes thérapeutiques, donc c'est très court. Mais ils ont pris la notion du pouvoir d'agir et de l'autodétermination. C'est fugace, la prise en charge en CMPP, hein. C'est toutes les semaines, mais c'est très court le temps avec les enfants et avec les familles et ce pouvoir d'agir et cette autodétermination, je trouve qu'elle est beaucoup plus présente dans leur esprit lorsqu'ils discutent des situations. Voilà, donc renforcement du soutien à la parentalité de l'autre côté, donc on s'y retrouve, vraiment bien. On s'y retrouve vraiment très, très bien. Alors oui, le plus, c'était rencontrer les acteurs du territoire, même si on se connaît bien dans le secteur enfant, ambulatoire et établissements médico-sociaux, on se connaît moins bien avec le secteur adulte. Toujours ces problèmes de relais, de passage, sur les secteurs adultes. Donc, on va continuer. Je crois que nous, on continuera. Est-ce qu'un jour, vous pourrez peut-être faire quelque chose d'un peu spécifique, plus court pour les cadres? Parce que je rejoins la collègue de tout à l'heure, peut-être de chez Pluriel, sur, l'association se pose la question, hein. L'association gère des établissements, à tous les âges de la vie et des masses, des femmes également. On n'a pas les mêmes moyens sur les secteurs adultes. C'est comment on va pouvoir mettre, en place, toutes, ces connaissances dans les institutions pour adultes. Donc on est en train de réfléchir tous ensemble dans l'association. On est une cinquantaine de directeurs à la façon dont on va déployer les,
cette démarche, des TND, au sein des établissements. Donc peut-être, voilà, il faut enfin, c'est ce qu'on s'était dit, essaimer, auprès des directeurs et peut-être qu'une formation un peu plus personnalisée pour les managers, parce que tous les projets se managent, y compris celui-ci, dans un contexte où on n'a pas beaucoup de médecins auprès de nous pour porter la parole. Ils y sont, mais ils sont quand même pas nombreux, donc on doit les seconder, on doit leur rendre la vie facile, nous. Donc il faut qu'on comprenne ce dont vous avez besoin, vous, les médecins. Donc voilà, c'est vraiment un travail, de concert et de partenariat entre les managers, les administratifs et les acteurs de santé, voilà, au plus près des enfants et des personnes accompagnées. Voilà, mais en tout cas, on est très intéressés, ça leur a beaucoup plu. Voilà, c'est un retour très positif. Je suis Marie Moreau, je suis directrice du soutien aux proches aidants et des réponses aux situations complexes au sein des Papillons Blancs de Lille. Et Guillaume Scottet, je suis le directeur de l'association des Papillons Blancs de Lille. En 2018, Start à peu de choses près, je crois, naissait ou en tout cas, débutait. Nous étions dans notre projet associatif à renouveler et nous souhaitions mettre un chapitre, absolument essentiel et au-delà d'un chapitre, une action essentielle sur l'actualisation des connaissances et l'adaptation des pratiques de l'ensemble de nos professionnels. Ils sont à peu près 1200 aujourd'hui. Heu et nous avions en toile de fond le précédent, ce que nous avions fait au début des années 2000, à propos du parcours personnalisé qui à l'époque, avait nécessité que nous engagions des formations très, très, générales, mais en tout cas, collectives pour une grande c'est-à-dire à l'époque 800 salariés. Hem et Start nous a semblé être un levier absolument, stratégique pour, globalement au niveau de l'association, déployer une grande action d'actualisation des connaissances et de transformation de pratiques. On a cherché, on y a consacré beaucoup de temps à élaborer des cahiers des charges, rencontrer les OPCO de l'époque, essayer de trouver des contenus qui soient des contenus globaux, intégrés, un petit peu comme les modules que vous avez présentés. Bien sûr que nous déployions dans nos plans de compétences des actions autour de l'ACA, bien sûr autour des projets personnalisés, bien sûr globalement autour de chacune des entrées que vous avez prises, mais de manière intégrée, nous ne le faisions pas. On a subi beaucoup d'échecs. On n'a pas réussi à trouver, d'intervention et de contenu satisfaisant et c'est pour ça qu'on a très tôt manifesté l'intérêt, dans Start. Je crois que Madame Power peut en attester. Aujourd'hui, nous avons pu bénéficier de 3 sessions. 60 de nos salariés, en ont bénéficié. Nous souhaiterions à terme, former à minimum 400 ou 500 de nos salariés sur l'ensemble des champs de l'association. Donc le pas de côté, il est évidemment que nous ne sommes pas sur, une transdisciplinarité territoriale au sens de actuellement les bénéficiaires des modules dans lesquels nous sommes inscrits sont tous des bénéficiaires de l'APE de Lille, mais nous sommes dans une approche qui est une approche, inter-établissement de l'association qui est aussi, extrêmement riche dans la création d'une culture partagée et dans une volonté de techniquement renforcer nos pratiques, hein. Je pense et je laisse la parole à Mme Moreau, mais je pense que, à cet égard, nous progressons et les retours qui nous sont faits à l'issue de ces formations sont que nous trouvons des sources de progrès, de langage commun et de volonté de je ne sais pas comment le dire, mais d'être beaucoup plus technique dans notre accompagnement que nous l'étions précédemment. Voilà, je laisse la parole à Mme Moreau. Donc on a eu, donc 3 sessions de formation. La première, c'était plutôt une session un peu blanche, où on a pu, essuyer un peu les plâtres et les 2 plus récentes sont donc des formations dans lesquelles on a inscrit à la fois des directeurs d'établissement, plutôt ceux qui étaient, peut-être le plus éloignés, de ce qu'on peut retrouver dans Start, de par leur parcours, les chefs de service, des éducateurs spécialisés, des psychologues, des paramédicaux et à noter qu'on a aussi une salariée de l'association, qui est formatrice, dans notre région. Ce qui nous permet aussi de reprendre, à l'interne un certain nombre de choses dans l'analyse des situations quand c'est nécessaire. Donc l'intérêt pour nous des formations, comme l'a dit Guillaume Scottet, c'est déjà de se faire rencontrer, des professionnels. Alors on a déjà cette habitude-là dans l'association sur, beaucoup de thématiques de formation, mais là, ils peuvent, comment dire? Échanger autour aussi de situations qu'on peut co-accompagner parfois dans notre association, ou bien de situations d'enfants qui vont passer dans le secteur adulte, par exemple. Donc ça permet aussi, de pouvoir prendre des exemples concrets et qu'on partage, en fait, dans l'accompagnement. Alors évidemment, en fonction des profils des salariés qu'on envoie, le retour est pas le même.
le degré d'assimilation n'est pas non plus le même, et donc on a un travail plus ou moins important après de continuité des choses. Les professionnels qui sont en secteur enfant où il y a des équipes beaucoup plus disciplinaires, bah, ça parle plus vite et c'est plus facile pour eux. Des professionnels qui sont plus dans des équipes un petit peu plus seulement éducatives, par exemple, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. On avait le souhait aussi de former tous nos professionnels, y compris, les AES, les ANP, aides-soignants. Ça, on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on reste sur ces catégories-là de professionnels sur, peut-être pas un systématisme, parce qu'on a quand même certains professionnels qui décrochent, et pour lesquels c'est peut-être un peu complexe. Voilà. En tout cas, c'est tout à fait valable pour les cadres, pour les éducateurs spécialisés, pour certains profils, d'AES ou d'AMP, pour les paramédicaux, évidemment. START fait donc partie de nos orientations de formation, c'est-à-dire que dans les orientations associatives telles qu'un employeur doit les poser, START figure comme une action prioritaire. Nous n'avons aucun souci de financement et nous n'avons aucun souci de la part de l'OPCO qui est tout à fait prêt à suivre et à abonder au-delà du budget naturel du plan de développement de compétences. Moi, j'interviens, à 2 titres, au titre d'un ancien formateur et effectivement, Muriel et Vincent, ça nous rapporte loin en arrière vu que j'étais dans l'expérimentation il y a 8 ans sur l'Île-de-France et j'étais, l'un des formateurs sur le module 8 et je tiens à saluer Start sur, la complétude. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, c'est impossible d'être exhaustif sur une formation comme celle-ci, mais en tout cas la complétude parce elle touche l'ensemble des sujets sur l'ensemble des dimensions de l'écosystème qui vont intervenir autour de la personne TND et de sa famille et ça, c'était vraiment une première et me concernant plus particulièrement, alors juste j'étais directeur à l'époque d'une structure qui était spécialisée sur la coordination des, parcours des personnes avec autisme et je suis maintenant directeur général d'une fondation qui accompagne 2 500 personnes en situation de handicap sur toute la région, Île-de-France. Donc, j'interviens au titre d'ex-formateur et de directeur général qui envoie des salariés de sa fondation, suivre Start. Donc effectivement, le module 8 était un peu une première il y a 8 ans. De parler de coordination de parcours, on en était qu'au tout balbutiement. Alors oui, au niveau de la personne âgée, c'est des choses qu'on connaissait depuis un moment avec les maisons Alzheimer, les clics et tout ce qui s'ensuit. Mais dans le cadre du handicap, c'était quelque chose qui était relativement récent. Je ne vais pas redire tout ce que les intervenants avant moi ont dit très, très bien, donc là-dessus, je vais passer assez vite. Mais je fais le lien, moi, avec tout ce qui est évolution actuelle du secteur et notamment la mise en place des dispositifs et plateformes de services sur lesquels nous sommes tous amenés à travailler de plus en plus. Nous, on a sur l'Île-de-France le plan inclusif 2030 qui nous enjoint à transformer nos structures en établissements en plateformes. Donc les IME-CSAT se regroupent. Donc, par exemple, moi, sur le 77, j'ai 3 IME, 3 CSAT qui aujourd'hui ne constituent plus qu'un seul établissement avec des antennes sur un territoire, avec une seule entrée, à savoir la coordination de parcours, un service de coordination de parcours qui va ensuite aller chercher les bonnes ressources pour pouvoir accompagner les personnes. J'insiste aussi à ce moment de la discussion sur le fait que ce qui est intéressant dans Start, c'est qu'effectivement, on ne peut pas former tout le monde à l'ensemble des outils dans nos établissements, bien entendu, mais vu qu'on touche l'ensemble des outils qui peuvent justement être utilisés dans le cadre des accompagnements, c'est extrêmement précieux. Et il est extrêmement précieux d'avoir des personnes que l'on va pouvoir former, certains sur le Teach, d'autres sur le PEX, d'autres sur le Makaton et ainsi de suite. Je ne rentre pas plus dans le détail que cela. Mais en tout cas, ils ont une connaissance de l'ensemble de ces outils-là et là où c'est extrêmement précieux, c'est que vu que nous avons un mélange des publics, sanitaire, médico-social, éducation nationale, il y a des échanges extrêmement riches qui se font lors de ces sessions de formation et il y a une connaissance qui va se faire des acteurs de terrain. Je vais prendre un exemple assez parlant, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap qui est, comme vous le savez, quelque chose d'extrêmement délétère dans nos territoires. Il est extrêmement compliqué d'avoir accès aux soins. Nous, ça nous a notamment permis, le fait d'avoir ces formations croisées, d'avoir des professionnels qui identifient des personnes, des structures, qui connaissent ce que font ces structures et qui vont donc plus facilement rentrer en lien
entre eux et organiser notamment les parcours de soins en lien avec, l'accompagnement au domicile, en établissement ou autre. Je vais finir sur le point par rapport, plus spécifiquement à la mise en place des plateformes de services. Donc quand on fait plateforme de services, c'est modalités d'accompagnement en établissement, modalités d'accompagnement en milieu ordinaire et une fonction appui ressources sur le territoire sur lequel nous intervenons. D'où le fait, enfin, d'où le bienfait de formation comme Start, parce que ça favorise vraiment la mise en réseau au service des personnes en situation de handicap et les familles, mais surtout, ça va vraiment agir sur le décloisonnement des connaissances, parce que la mixité des stagiaires va aider à faire ça lors des sessions et ça va encourager les coopérations, derrière et ça va aussi conforter, mais ça d'autres intervenants l'ont dit, chacun des professionnels dans leur savoir-faire et effectivement, il n'y a pas 2 fois la même situation de TND avec les comorbidités ou autres. Il faut vraiment avoir en tête et c'est ça aussi que ce qui se met, vraiment en avant au niveau de Start, que chaque personne doit être pris dans son individualité et que le copier-coller n'est pas possible et d'autant moins possible maintenant qu'on va être sur de l'individualisation des parcours, entre le milieu ordinaire, l'école, l'établissement, et tout cela. D'où effectivement une coordination des acteurs et des savoir-faire de chacun qui doit être extrêmement poussée et d'où une connaissance nécessaire des savoir-faire et des expériences de chacun. Pour nous, c'était essentiel effectivement de pouvoir s'inscrire dans le programme START. Heu, la première raison était de trouver, je reprends mot pour mot ce que vous avez énoncé madame Poher à un moment donné, un équilibre entre transversalité nécessaire des accompagnements et spécificité des accompagnements. C'est écrit noir sur blanc sur notre projet d'établissement. Pendant des années, lorsque je suis arrivé, ça fait plus de 8 ans à la tête du centre de ressources enfance adolescents, donc de l'ADAPI du territoire de Belfort. On s'est plongé, avec les plans autisme, avec ensuite, l'apparition des recommandations de bonnes pratiques sur le polyhandicap. On s'est plongé un petit peu à fond là-dedans, avec évidemment, des points extrêmement intéressants et une montée en compétence des équipes, mais quand même quelques écueils et on est devenu en 2021, au 1er janvier 2021, un grand dispositif et il nous fallait trouver des transversalités nécessaires entre nos équipes et puis on voit bien que les gamins ne rentrent pas dans des cases, et fort heureusement et qu'à certains moments, c'est bien la logique des besoins qui doit primer sur celle, des étiquettes que l'on pouvait leur coller et qu'il est absolument nécessaire qu'à un moment donné, ben, sur les questions de communication, de relations sociales, d'aspects cognitifs, et cetera, mais on soit bien au-delà des étiquettes. Donc Start répondait parfaitement à ça parce que ça permettait d'aller sur cette transversalité, sans nier pour autant les spécificités nécessaires à certains moments. Effectivement, quand nous on accompagne des gamins dans le champ du polyhandicap, le versant somatique, par exemple, il est fondamental. Le versant de la douleur, il est fondamental. On va pas forcément retrouver de la même manière, sur des gamins qui sont plutôt dans les troubles du spectre autistique ou dans le champ des des TDI, par exemple. Heu, on a mené ça, on a inscrit l'ensemble de nos cadres à la formation START sur le territoire de Belfort, enfin sur l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, Héricourt, Nord-Franche-Comté. On a une salariée qui est une des formatrices de Start, ce qui aussi permet d'avoir un autre regard qui est, voilà, c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui est, du côté de la formation, qui va rencontrer pas mal d'équipes, qui s'est formé et qui nous apporte aussi sa compétence. Heu, j'appuierais sur ce qui a été dit au tout début par les premières intervenantes, la nécessité d'avoir un accompagnement au changement des pratiques. Start génère comme souvent les formations de bonne qualité, de bonne facture, génèrent beaucoup d'envie, beaucoup de c'est le gâteau là qui gonfle bien et puis après, ben, le quotidien prend le dessus et comment on maintient ça? Alors, je crois évidemment fortement à l'accompagnement au changement des pratiques avec des relais internes et d'où l'importance d'aller former les cadres qui vont porter ces questions-là. Cadres à la fois hiérarchiques, mais cadres techniques aussi, les psychologues notamment, je pense que c'est essentiel, heu et médecins si on peut les y associer. Néanmoins, je pense aussi qu'il est intéressant d'avoir parfois des tiers. Dans nos boutiques, la parole interne n'est pas toujours si bien entendue que ça. Et parfois d'avoir des tiers reconnus comme experts, même si experts qui ne voulant pas dire professionnels, ça peut être aussi évidemment, des aidants, des parents,
mais ça peut être vraiment intéressant et ça, je ne sais pas comment on peut vraiment le penser. Moi, j'essaye de le mettre systématiquement en place sur d'autres pans de formation, d'avoir des formateurs qui peuvent revenir dans nos établissements, dans nos dispositifs pour voir comment sur le terrain on peut passer à l'acte. Comment est-ce qu'on peut aller dans le changement des pratiques pour que sur le terrain, ce que l'état de la science nous apprend, on puisse tenter de le mettre en œuvre, pas de manière exhaustive, mais d'aller choisir tel ou tel type d'outil qui convient à nos ressources. En tout cas, ça a été, une action qu'on a menée de pair et qu'on continue de mener de pair avec un gros travail sur l'autodétermination. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est quand même repenser aussi la question de la place de la personne accompagnée, de son environnement, la famille et cetera. Heu, le point peut-être négatif que moi j'en retire enfin négatif ou en tout cas plus délicat, ça a été la question du territoire. Je n'ai pas réussi alors on a embarqué du monde, hein, on est allé chercher du monde chez nos collègues. Je n'ai pas réussi sur le territoire à embarquer ni l'éducation nationale ni la NDPH qui pour moi était pourtant et pas non plus une partie du sanitaire et pour autant, je pense que c'est là absolument que c'est fondamental d'aller chercher, heu, ces professionnels-là parce que c'est créer la culture commune du du langage commun, heu, de la connaissance commune. Heu, un point de détail qui est pas négligeable, c'est que, ben, par exemple, la temporalité d'un plan de développement, des compétences dans l'éducation nationale n'est pas le même que dans nos institutions. Généralement, pour l'éducation nationale, les choses sont bouclées en début d'année civile précédente. Donc si, on engage des choses, sur 2025, il faudrait que ce soit pensé en mars 2024. C'est des contraintes, très très matérielles, mais qui peuvent être assez délicates, du coup à gérer pour que, on puisse ensuite inscrire les gens. Moi, j'avais même proposé à un moment donné à l'éducation nationale de payer une partie de leur journée de formation. Bon, ça n'a pas pu se faire et je pense que enfin, j'espère que ça pourra se faire à terme. Mais la question du territoire là-dessus, elle n'est pas si simple, à mettre en œuvre. Voilà. Moi, je dirige le pôle enfance, 88 APF France Handicap. On a un CAMS, on a un CESAD, on a un EAP, on a une PCO 0-12 ans, on a une PDA depuis 2017, on a une EMAS. Donc, je dirais, on a beaucoup d'ingrédients, qui nous permettent de pouvoir, rassembler, dans le département des Vosges et puis on a cette culture-là dans les Vosges parce qu'on est un petit département, qu'on est pénurique à bien des égards et que cette pénurie-là, finalement, on la partage, assez facilement et nous, on a réussi justement à mobiliser tous les acteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler dans un même programme, sur un même, langage, sur une même orientation avec l'éducation nationale. On avait le médecin scolaire, un des médecins scolaires qui était là parce qu'ils sont plus très nombreux. Donc, c'est une fierté et on a, effectivement, une deuxième session qui pointe, son nez parce qu'on avait une liste d'attente très importante d'autres acteurs, qui souhaitaient, nous rejoindre. Mais voilà, on était, 20 personnes et on ne pouvait pas aller au-delà. On aimerait bien, voilà, avoir la participation, des parents parce que ça nous semble essentiel, un peu parents experts, pouvoir, mettre, aussi dans la boucle, du partage d'expériences, celle des parents. Jusque-là, c'était plutôt un partage d'expériences de professionnels et de pratiques professionnelles, mais elle a besoin de s'étendre à la pratique parentale. La compétence parentale devrait aussi, faire, bouger les lignes des pratiques, professionnelles. Voilà, donc le défi, du programme START dans le département des Vosges, c'était de créer une communauté de pratique et je suis confiante à l'idée qu'elle va vivre cette communauté, puisqu'elle repose sur chacun des individus, hein. Elle ne repose pas sur un pilote particulièrement, mais bien sur chacun des individus et ça me semble plutôt bien parti. Donc voilà, merci au programme STAR. Merci à madame Coher parce que j'avais eu l'occasion d'échanger avec elle lors du journée ANECAMS et c'est vous qui m'avez donné, les contours, de l'objectif de ce programme-là, à consommer sans modération. Merci infiniment et pour, voilà, l'éclairage de chacun, multifacette, comme l'est, Start, dans un tout cohérent, malgré tout et bah, voilà, j'espère qu'on ne se perdra pas de vue parce que, il y a parmi vous des gens que je connais depuis, un petit moment et qui cheminent et c'est extrêmement satisfaisant de voir que les choses, avancent. Donc parmi, les perspectives réjouissantes, je voulais évoquer avec vous
pour justement, continuer à vous accompagner dans, ce défi permanent de l'amélioration des pratiques. Il y a donc, le Start Inter, que vous connaissez bien, pour, la plupart, d'entre vous maintenant. La CNSA, nous a invités en fait à massifier le déploiement de Start et donc on a pensé, un Start intra, ce qu'on avait toujours refusé, à l'exception voilà de l'API de Lille, qui est en soi une énorme association et qui donc, faisait de l'inter en intra, si on peut dire. Là, l'idée, c'est de voilà, d'essayer de vous accompagner, d'accompagner les cadres en massifiant un peu le bah, voilà, la philosophie, les outils, partagés dans Start, pour que vous soyez moins seuls et que vous gardiez malgré tout, cette intention de coopération en territoire qui nous est, si chère. Donc, s'inscriraient en intra, soit des établissements qui ont déjà, investi, l'inter, soit qui sont dans la logique d'aller vers l'inter, mais pour lesquels, la programmation des sessions en région fait que, bah, voilà, ce ne sera pas avant, fin 2025 ou début 2026 ou, enfin voilà. Donc, sachez que, on souhaite vraiment vous accompagner, que les créailles peuvent évidemment, être, très à l'écoute de vos demandes. Il y a un autre projet dont je voulais vous parler qui est en expérimentation en ce moment, dans les Pays de Loire, à la demande de l'ARS Pays de Loire, qui nous a demandé donc une adaptation de Start auprès des CPTS. Donc, voilà, une partie de ces premières lignes, est en lien avec les PCO. C'est-à-dire que les PCO font bien évidemment partie de la dynamique. Elles sont, impliquées dans un comité de suivi qui s'est mis en place et notre starter, qui est du coup un modèle hybride, de 11 heures seulement, 2 demi-journées plus, une partie en distanciel est actuellement, expérimenté auprès de 2 CPTS et je sais donc de quelques organismes gestionnaires que c'est également évidemment, très intéressant pour, des professionnels de seconde ligne de savoir que les premières lignes s'y mettent, vont prendre leur part, à l'exercice, hein. Vous vous souvenez du schéma qu'on a partagé, au début de ce webinaire, les premières lignes, les deuxièmes lignes, les troisièmes lignes. En fait, tout ira mieux aussi quand chacun, réussira à mieux appréhender, l'accompagnement et le soin de ces personnes. C'est notre vœu le plus cher et donc il y a cette dynamique de communauté de pratique, qui était l'intention aussi, première, qui n'est pas simple à faire démarrer. Certains animateurs sont connectés et pourraient en témoigner. Mais là aussi, on ne lâche pas la rampe. C'est difficile, mais on va s'accrocher et puis, voilà, si certains d'entre vous, à la suite de l'inter, de l'intra, de starter, vont vouloir rejoindre la COP, de leur région, eh bien, ils seront évidemment, les bienvenus. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce socle commun de connaissances, ce lexique commun qui va nous permettre enfin, peut-être, de mieux nous entendre, professionnels de l'accompagnement, professionnels du soin, aidants et bientôt personnes concernées. Voilà, c'est encore un champ à ouvrir. Voilà, merci infiniment